Et t'as payé au final ? Tu m'insultes carrément, je dis ne bouge pas, j'appelle mon avocat. Tu vois. Et quand j'ai décidé de rendre les choses plus concrètes, ça veut dire déclarer, faire une garde alternée, bah elle a complètement disparu. Elle a disparu. La mère de ta fille ? Dans le clip, Lafouine, il dit le gosse il a pas ta tête et qu'on voit Hicham qui fait ça. Donc pourquoi il dirait le gosse il a pas ta tête ? Ça veut dire il fait référence à un adultère. Et leur fille, Chelsea, il l'avait séquestrée aussi. Moi, t'as vu, ça m'avait touché le cœur. Genre, je me suis battu dans la musique, tu vois. Ça a marqué 3 générations consécutives. Salut à tous, bienvenue sur Rap Punchline, c'est Marwan. Vous êtes sur le format phare de la chaîne, l'entretien. Et aujourd'hui, je reçois un invité de grande marque. Si tu ne connais pas, c'est ton problème. Ça fait des années qu'il est là. C'est Monsieur Sisika. Salut à tous, la famille, c'est Sisika sur Rap Punchline. On va répondre à toutes les questions et on va raconter quelques anecdotes secrètes. Nous, dans l'entretien sur Rap Punchline, on a l'habitude de poser d'abord 5 petites questions. Et la première, c'est connaître ton nom et prénom à l'état civil. Abosolo Fabien. En fait, c'est vraiment long, c'est Abosolo Mbosoro, mais vas-y. Nickel. Maintenant, j'aimerais connaître le premier son de ta vie. Je sais pas si je pourrais me rappeler du premier son. J'aurais dit c'était avec quand je chantais dans le groupe Kid to Kid, Allô les ciels. Mais genre j'avais 14 ans. Ok. Maintenant, j'aimerais connaître ton dernier projet en date. Dernier projet en date, musicalement, c'était Perpétuel. C'est sorti le jour de ton anniversaire. Ouais, exactement. Parce que t'aimes bien sortir les projets le jour de ton anniversaire. Ouais, en gros, c'est un cadeau, tu vois. C'est moi qui fais le cadeau. Et maintenant, j'aimerais connaître la date qui a changé ta vie. Franchement, je dirais 2010. Parce que vraiment, professionnellement, j'ai su que j'allais vivre ma vie avec la musique. Parce que c'est là que ça avait fonctionné avec Logo BGT, etc. Tu vois. Ça correspond à quand vous sortez tous les... Ouais, voilà. Donc vraiment, j'ai vu un changement. Ma vie, elle a changé à ce moment-là, tu vois. Mais justement, avant de parler de Logo BGT pleinement et de parler de la fameuse année 2010, j'aimerais qu'on parle de un petit peu avant, tu vois, histoire de, pour ceux qui savent pas, tu vois, retracer un peu ton parcours musical. On parlera de ce que tu as fait aussi à côté plus tard. Mais vraiment, musicalement, comment est-ce que le jeune Fabien, le jeune Sisika, il tombe dans la musique et il a envie de s'y plonger pleinement? De base, on a grandi en banlieue dans le 94. Donc ça veut dire que tu vois, tout ce qui est artistique, la plupart du temps, quand t'es jeune, c'est là-bas que tu te retrouves et que t'arrives à extérioriser. Donc moi, j'ai beaucoup fait du sport, de la musique, et vraiment, j'ai eu un coup de foudre pour la musique. Tu vois, j'écrivais mes textes, mais c'était juste un passe-temps, un kiff de jeune, comme tout le monde, tu vois. Tu te donnes un petit surnom, je sais pas si t'as fait ça à l'époque, mais en tout cas, nous, c'était ça. T'as pas fait ça? Non, musique, non. En tout cas, nous, il y avait une hype où tout le monde faisait un petit peu de son, il y avait des groupes qui chantaient, etc. On se clashait. Donc, c'est-à-dire, je faisais ça, mais en mode, je le faisais à petite échelle, vraiment pour le kiff. Et je te jure, comme dans les films, on est là, on cherchait, on était dans le quartier, on se cherchait vraiment, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on va faire plus tard. Et je te jure, il y a un mec, il arrive en scooter. Il dit, ah, les gars, il y a pas un rappeur? Et la vie, ma mère, mon pote, il me dit, c'est-à-dire que mon pote, il court, il vient chez moi, il me dit, frérot, il y a un producteur et tout, il veut te voir, il est venu, il a dit, il cherche un rappeur, il va monter un groupe, etc. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? J'y crois pas. Le lendemain, je vais au studio et c'est là que ça a commencé. Donc tu es dans le studio du producteur? Ouais, dans le studio du producteur. Ok. Mais ça veut dire que à ce moment-là, t'es solo, t'es pas en... Ouais, à ce moment-là, je suis solo. Ça veut dire que je crois que j'étais au collège. C'était une époque où on cherchait, tu vois, c'était parce que t'étais dans l'adolescence et tout, donc tu réfléchissais à comment faire de l'argent. Malheureusement, t'as vu, quand tu grandis en banlieue, c'est des choix. C'est soit tu choisis la facilité, ou soit tu décides de vraiment te casser la tête et pousser dans les études. Donc voilà, j'étais entre les deux. Là, j'étais en pleine recherche de moi-même, tu vois. Et tout de suite, ça a été le rap. Ouais, j'ai eu la chance que c'est venu tôt quand même, tu vois. C'est venu quand j'avais 14 ans. Donc j'ai eu cette chance-là. Et comment est-ce que tu bascules du rap au logobi? Parce qu'on te connaît essentiellement pour, tu vois, le logobi. Comment tu fais la bascule entre les... Comment j'ai fait la bascule? En gros, ça veut dire qu'on a commencé dans le groupe. Ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais moi, c'était une belle expérience parce que j'étais quand même diffusé dans quelques émissions comme, tu sais, les émissions jeunesse comme Canal J, Télétoon à l'époque, je sais pas si tu te rappelles. Oh, ouais. Donc ça veut dire que pour moi, je commençais à avoir déjà un pied dans, je sais pas, je crois que ça s'appelle le showbiz, on va dire. Donc dans le showbiz, je commençais à avoir un pied et j'avais plus d'assurance. Parce que de base, je suis grave réservé, tu vois. Et j'avais plus d'assurance, donc je connaissais un petit peu, je devenais de plus en plus sociable. Donc ça a été une bonne expérience, même si ça n'a pas fonctionné. Quand j'ai rendu le contrat au producteur, il m'a dit, mais sinon, il y a quoi là qui marche en ce moment? Mais comme ça, tu vois, je me cassais, il m'a posé la question. J'ai dit, je sais que le logobi, ça fonctionne de malade. Ça venait d'arriver, tu vois, c'était quand la hype elle venait d'arriver, quand il y avait juste les vidéos comme ça, tu vois, qu'on mettait sur YouTube, etc. Non, je crois Dailymotion carrément. Wow. Et donc ça veut dire qu'il me dit, bah vas-y, viens, on monte le truc ensemble, tu manages le projet, trouve des danseurs, trouve un artiste et comme ça on essaye. Donc moi je me casse la tête, j'appelle tout le monde, allô, ouais frérot, viens, demain rendez-vous studio, on va monter un groupe, ça va être la folie. Il y en a qui viennent, il y en a qui viennent pas. Et dans ceux qui viennent pas, le chanteur il vient pas. Ce jour on est là, on se retrouve au studio, les autres on dit, mais qui veut chanter là? Personne peut chanter. Moi je dis, franchement, j'ai fait du rap, c'est un petit truc que je vois dans les vidéos, tu vois. Et donc je vais derrière le micro et je dis tout et n'importe quoi, genre tout ce qui me passe par la tête. Mais vraiment tout et n'importe quoi. Dis-toi, dans le son, je dis la danse de la peur, bou, bou. Danse de la moto, vroom, vroom. Donc
pour que tu comprennes, tu vois, que je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête. Pour moi, c'était genre une base que je faisais pour l'artiste qui allait venir après, tu vois, on allait garder certains trucs. On se revoit au studio de la semaine et tout, et il me dit, ouais, j'ai fait un montage, j'ai mis une meuf qui a chanté, on a gardé toutes les voix, etc. On clip dans 10 jours. Je dis, hein, comment ça on clip dans 10 jours? Je suis allé derrière un micro, j'ai dit n'importe quoi ce qui me passait par la tête. Et donc il me dit, non, mais je te jure, ça va fonctionner et tout. Et je dis, bon, ok. Je dis quand même la danse de la peur et tout. Vas-y, tu vois, si tu crois en ton projet, j'y crois aussi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai basculé du rap au Logobi malgré moi, tu vois. Mais t'avais pas un peu au tout début cette frustration de perdre entre guillemets l'étiquette de rappeur ou pas du tout? Tu restais artiste? Non, parce que j'avais pas encore cette éligibilité. Tu vois, c'est pas comme si t'as un gros public et qu'ils disent, bon, toi, t'es rappeur. Tu vois, vu que le premier groupe que j'avais fait, ça avait pas fonctionné tant que ça. Kid to Kid, c'est ça? Ouais, c'était Kid to Kid. Et vu que j'avais pas vraiment des retours au niveau du public, et ben, pour moi, j'étais dans aucune case, tu vois. J'étais juste un artiste parmi tant d'autres. Donc même, ça a été mieux qu'on me mette dans la case Logobi, tu vois. Donc après, justement, vous faites ce clip. Voilà, on fait ce clip. Mais vraiment, moi, je suis encore en mode, mais qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Mais c'est là que je te jure qu'après analyse, je me dis, dans la vie, faut vraiment pas se prendre la tête. C'est souvent ça qui fonctionne. Et donc moi, je suis encore en mode, putain, mais je dis la danse de la peur et tout, danse de la moto. On est là, on fait un clip. C'est quoi ce bordel, tu vois? On appelle le frère de Sami Nasri. On parle de Sami Nasri ou de Sami Nasri, il a un frère. Ah celui oui. qui a joué dans Banlieue 13, là. Oui, non, je vois qui c'est. Je crois que t'as dit Samir Nasri. Ah ouais, non, Nasri, l'acteur, tu vois. C'est bon, Ouais. j'ai compris de Samir Nasri. Mais et donc c'est lui qui nous fait le clip. Moi je suis choqué, je dis non, l'acteur et tout, c'est son frère et tout. Oh, je vois qui c'est. Donc bref, on fait le clip et tout. Et ça sort et Dieu merci, ça marche de fou. Et après voilà. La route lancée. C'était le clip de quel son? De un Bike ES. Ok, bah oui, c'était un carton de fou. Donc ensuite, là, à ce moment-là, ça marche et vous vous dites, ok, il y a un truc à faire, on bosse ensemble, on essaie de... Ouais, genre en fait, comment on sent le truc, c'est quand t'as vu à l'époque, c'est trop bizarre que la musique ça a changé comme ça. D'en parler, c'est trop différent. Genre à l'époque, tu sais, il y avait que YouTube et Facebook. Donc ça veut dire que quand tu balançais un truc sur YouTube, tu balançais un teaser. C'est plus comme maintenant où tu mets un petit teaser, ah vas-y, le clip il sort demain, tu vois. Là, c'était un petit teaser, genre un mois avant. Tu mettais la date un mois avant. Et on avait vu que le teaser, ça avait fait des millions de vues. Donc ça veut dire que, en fait, au teaser, le son il était pas sorti quand on était déjà reconnu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et c'est là j'ai dit ah ouais c'est chaud. Ok. T'as compris? Donc ça veut dire au teaser les gens ils disaient ah ouais mais c'est toi qui vas sortir le clip. Je disais oh c'est quelle histoire ça. Ok. Tu vois le délire? Ouais. Et donc voilà. J'avais à ce moment-là je crois j'avais 16 ans. Ouais 16 ans je crois à ce moment-là. Justement, j'allais dire parce qu'à cet âge-là, du coup, t'es très jeune. tu Ouais vois. de ouf. Et comment vous faites pour structurer un peu le groupe? Est-ce que le producteur, il vous fait un contrat? Est-ce qu'il va voir tes parents parce que t'es mineur? Comment tu fais pour te déplacer? Comment un jeune de 16 ans, il arrive en fait dans la musique dans les années 2000-2010 et... Ouais surtout que c'était beaucoup plus compliqué avant. Ça veut dire qu'il est parti voir nos parents. Voilà le producteur il est parti voir nos parents. Ils ont tous signé au début mais ça a duré peu de temps parce que en fait c'était à 17 ans pile poil parce qu'après je sais j'ai eu la majorité à 18 ans. En gros ça veut dire que il est allé voir nos parents, il leur a expliqué et tout. Tu connais, il y avait des parents qui disaient mais t'es malade, tu veux faire de la musique, va à l'école, qu'est-ce que tu me racontes et tout. En plus, les parents de mon pote, ils avaient dit hein, tu vas chanter du Logobi, c'est ça ton avenir. Allez chanter du Logobi, va à l'école. Et il avait refusé de signer le contrat à ses 17 ans, un membre du groupe, c'est-à-dire il est venu quand il a eu ses 18 ans. Mais il est venu après. Ouais, il est venu après. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça, les parents ils ont joué le jeu au début. On a signé, nous on n'a rien compris, vraiment ça va tellement vite qu'au début tu comprends pas, tu vois, tu signes des contrats comme ça à l'aveuglette et c'est tout aussi simple que ça. Hein. Et donc à ce moment-là, toi tu regardes pas les conditions, pas du tout, carrément. J'imagine que t'engages même pas un avocat, rien de tout ça. Non, à ce moment-là, je regarde zéro condition parce que tu sais, de base, tu le fais par passion. Ça veut dire que je chante même et que je prenne 1 euro comme 0 euro. J'étais dans mon kiff, moi, tu vois. Tout était gagnant. Et c'est à la fin, t'as vu, quand tu grandis et que tu regardes les contrats, tu dis, putain, merde, j'aurais peut-être dû prendre un avocat. Tu vois. Donc, et vraiment, on signait à l'arrache sans savoir. Et même nos parents, ils connaissent pas, tu vois. C'est pour ça que c'est important, quand t'es jeune, d'être bien entouré. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tout est, genre, on a les yeux ouverts. Donc, ça veut dire la moindre question, on peut la poser. On regarde même avec les expériences des gens qui racontent sur Internet. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Les conseils des gens, il n'y en avait pas. Est-ce que tu te rappelles des termes du contrat à cette époque? Est-ce que c'était peut-être vous êtes engagé sur plusieurs projets? Tu te rappelles du montant, du clip? C'était quoi comme genre de contrat? Attends, les termes du contrat, si je me rappelle bien, de base, dis-toi que dans le contrat, j'avais 0 avance de base. Ok. J'avais signé pour 0 avance. Dieu merci, il y a un grand de chez moi, il est venu. Il connaissait mon oncle. Parce que mon oncle, il était un peu dans la musique avec Fally Ipupa, Chris, etc. Voilà, c'était l'ancien producteur de Chris. Je sais pas si tu vois c'est qui, le chanteur de dancehall là. Il a chanté Droit Chemin avec Fally. Bon, bref. Fally fort, voilà. tout, bref. Donc ça veut dire qu'il vient, il me dit mais attends, mais t'as pas d'avance, tout ça, nanana. Je dis non et tout. Il me dit mais attends, vous avez des millions de vues et tout, tu signes. Il se renseigne un petit peu, il m'envoie vers un avocat. Et l'avocat, il me dit moi
j'étais tout petit, je disais franchement, combien je peux avoir et tout. L'avocat, il me dit, je pense, on peut essayer de, je sais pas, peut-être négocier 25 000 euros. Mais moi, dans ma tête, 17 ans, 25 000 euros, mais j'ai gagné au loto. Je dis quoi? 25 000 euros, mec, je vais vraiment avoir 25 000 euros? Et je dis, mais même 5 000 euros, je vais signer tout droit. Donc j'avais signé, je me rappelle à l'époque, pour 25 000 euros, j'étais le plus heureux du monde entier. T'en as fait quoi? Parce que t'as 17 ans, t'as 25 000 euros. Comment ne pas. Ouais, je crois qu'ils sont partis trop vite, carrément. C'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était pas beaucoup. C'est une fois que je les ai dépensés que je me suis dit, en fait, je crois 25 000 euros, finalement. Parce qu'en plus, ça va pas changer ma vie. Faisait des millions de vues à l'ère de l'ancien YouTube, tu vois, où c'était compliqué de faire autant de vues que vous. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, t'auras pu toucher bien plus. Après, c'était un en gros, pour que tu captes, genre, c'est comme si, avec YouTube, si on serait arrivé, genre, 1 an après, genre, je crois, j'avais fait les calculs, j'avais perdu l'équivalent de 300 000 euros. Parce qu'en fait, avec la monétisation, quand on était arrivé, on avait déjà là les millions de vues qui correspondaient à un montant de 300 000 euros. Parce que c'est plus les mêmes montants maintenant. Je crois le million de vues, peut-être il est à 1 000 euros là. Avant, les millions de vues, non. Je sais pas, avant c'était 1 000 euros, c'était moins d'1 million de vues. J'avais fait les calculs. En gros, à l'époque, si la monétisation elle serait passée au même moment, on gagnait 300 000 euros. Donc on était à perte de 300 000 euros. Truc de fou. Mais après, on a quand même gagné derrière, tu vois, parce que ça a continué les millions de vues. Mais on était à moins 300 000 euros mentalement, tu vois. Et ça, dès le début, tu le savais ou tu l'as appris bien plus tard? Non, je l'ai appris bien plus tard quand ça a été monétisé et qu'on a vu que 1 million ça rapportait tant. Je crois 1 million à l'époque c'était 10 000 euros, je te jure. Ouais, je crois, je veux pas te dire des chiffres inexacts, mais c'était un truc de fou. Et donc ça veut dire que quand c'était comme l'équivalent, t'as vu Snap maintenant, avec les publicités, c'est toujours comme ça. Les réseaux sociaux, au début, quand ça vient de commencer, ils donnent à mort dans les publicités. C'est pour ça que Snap là, il donne à mort, TikTok, il donne à mort quand tu commençais. Et ben YouTube, c'était la même chose. France, aux Français qui faisaient des millions de vues, ils arrosaient direct. Et nous, on est arrivé après la vague, je me disais 300 000 euros sous le nez. Mais après, bon, on a eu la chance, ça avait continué. Donc, Après, c'est ça, vous avez pas mal de cartons, elles sont sexy, etc. Et surtout, vous faisiez beaucoup de scènes. Donc, ouais, ça, c'était la folie, ça, les temps. Vous récupériez aussi pas mal de... Ouais, c'était... En fait, on récupérait pas mal, mais aussi, on connaissait pas bien les prix. Ça veut dire que... Au début, je te jure, on était trop jeunes. Ça veut dire on se faisait un petit peu arnaquer, tu vois. Bien propre. C'est logique. En plus, vous étiez beaucoup, donc il fallait répartir. Ouais, on était trop... Mais après, ça, on l'avait imposé directement. C'est-à-dire on avait dit, on peut pas tourner à... On était 8 au début. On a dit, ça n'existe pas. Donc, on a dû faire un tri. Ça tournait à chaque fois. Moi, j'ai eu la chance, j'étais le leader. Donc, ça veut dire que... voilà, j'étais titulaire, quoi qu'il arrive, tu vois. Toujours payé. J'étais en Dembélé actuel, tu vois. Toujours payé. Et après, je me rappelle un jour, parce que t'as vu que ça passait par le manager, on connaissait pas les prix. Un jour, il y a eu l'erreur qu'un club, il nous ait contacté en direct. Il a dit, oui, voilà, donc, c'est toujours le même prix, vous avez toujours le même prix actuel, hein, c'est toujours aux alentours de 12 000 et tout. J'ai dit 12 000. Mais je te jure que moi, je crois, on me payait genre sans mytho, peut-être 400 euros. J'ai dit, mais là, il y a un souci. J'ai dit, donc on se vend 12 000, je gagne 400 euros. J'ai dit, les gars, demain, descente au studio. On est arrivé, on a dit, on tourne plus. On a dit, écoute, on sait que tu nous vends 12 000. On t'a attrapé. Là, maintenant, on veut déjà un prorata. Et on veut... C'était archi drôle. On était en mode manifestation, paye-nous plus. La vie de ma mère. Vous étiez 4, donc ils donnaient 1006. Ouais. Et La vie de ma mère. Mais t'as vu, toi, t'étais là, t'as 17 ans. Frérot, t'as 17 ans, et tu gagnes 400 euros. Mais par semaine, il y avait 3 showcases. Ça te fait 1 200 euros. Frérot, j'étais riche dans ma tête. Tu comprends? Et je te jure que cette erreur du club, j'ai dit, franchement, ça, c'est le destin. On a fait un blocage. Genre, on a dit, écoute, on annule tous les shows. Genre, on est arrivé en mode, ma cité va craquer. Lunettes de soleil et tout, capuché. La vie de ma mère, on annule tous les shows. La vie de ma mère, tant que tu nous payes pas, c'est mort, genre. Et qu'est-ce qu'il a fait du coup? Vous avez payé? Bah frérot, il a payé, il avait pas le choix. Il avait signé peut-être 1 an de date ou je sais pas. Il est obligé de s'aligner. Mais c'est bien, à 17 ans, de se rendre compte et d'agir parce que... Ouais, mais surtout, heureusement qu'on l'a su avant. Imagine, on l'aurait su plus tard. Ah ouais, là, c'était 300 000 euros en moins de YouTube, plus... Ah ouais, là, ça aurait fait mal à la tête, tu vois. Mais c'est... Ouais, c'est ça. Après, c'est bien que tu le dises parce que ça peut alerter sur la nouvelle génération parce que c'est un cas qui se répète et qui se répète, tu vois, vraiment... ouais, c'est souvent, c'est pas, entre guillemets, les producteurs qui arnaquent, mais on va dire qu'ils sont pas au clair sur les montants, sur ce qui touche et ce qui reverse à l'artiste. Et parce que surtout, en fait, les artistes, ils se contentent et ils se renseignent pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Vu que tout passe entre
les mains du manager. Et je te jure, combien d'artistes aujourd'hui, ils savent même pas combien ils se vendent. La vie de ma mère. Ils savent même pas combien leur booker ou combien leur manager les vendent. J'étais en train de parler de ça la dernière fois, j'avais un débat. Il me disait, mais lui, il sait pas combien on le vend. Lui, il prend son cachet, il impose un cachet fixe. Derrière que l'autre, il vende le triple, le quadruple, il sait même pas. Il arrive parce qu'en fait, vu que c'est en mode chacun est une diva. Donc, ils échangent même pas avec les patrons des clubs ou ils échangent même pas avec les organisateurs. C'est-à-dire que eux, vas-y, elle passe par mon manager, etc. À la fin, c'est comme ça qu'ils se font douiller. Mais on l'a vu avec pas mal d'artistes. Hein. Mais Ouais, la plupart, s'ils sont mal entourés, c'est mort. toi, du coup, aujourd'hui, t'es. Soit moi, aujourd'hui, je suis full indépendant, je fais tout moi-même. T'as bien Au raison. moins, comme ça, tu vois. Et donc, du coup, revenons-en à l'époque de Logo BJT. Vous êtes en pétard, etc. Du coup, il y a une tournée dans plein de clubs, dans plein d'événements. Mais au niveau des maisons disques, des labels, est-ce que vous êtes approché? Est-ce qu'il y a une structure un peu plus professionnelle qui vient vous voir? Comment ça se passe? Parce que comment il est perçu par les maisons de disques, le logo BJT à ce moment, le logo BJT, oui, à ce moment-là. Ouais, non, au niveau des labels, c'était trop dur, frérot. Parce que, imagine, mets-toi à la place des gens. Genre, je te fais un récapitulatif vite fait. On est dans une époque où le seul groupe africain, afro, entre guillemets, c'est Magic System. Tu me suis jusque-là? Je suis. Commercial, sur une rythmique commerciale qu'ils ont l'habitude de passer. Ils voient arriver, frérot, des petits mineurs, des teintures blondes, des crêtes, habillés multicolores. Ils disent des mots à la moitié des textes, c'est africain ou c'est des mots de n'importe quel pays, ouais, de dialecte africain. Une rythmique 140 BPM, où ils savent pas si c'est de la house, si c'est de l'afro, si c'est... Ils ont dit, mais c'est quoi ces extraterrestres? On va les passer nulle part, eux, ces Zoulous. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la vérité, mais carrément, limite, je les comprends. Ils ont dit, mais attends, mais c'est qui ces Zoulous, là? Ils arrivent, des teintures de partout, ils crient des des Seki Mama dansent de la moto, il faut 2 millions de vues, et eux, ils pensent on va les passer. Mais vas-y, restez chez vous, tu vois? Donc ils arrivent, ils comprennent pas. Ils ont dit, ils étaient en mode, non, laissez-nous avec nos jolis Magic System, on les a déjà, nos petits Renois. T'as capté, quoi? Notre groupe de Renault, on l'a déjà. Et en fait, ça avait tellement... le buzz, il était tellement fort qu'ils étaient obligés de nous jouer. C'est Fun Radio qui nous ont joué. Parce qu'ils savaient pas, en gros, dans quel registre nous mettre. L'afro, ça n'existait pas. Donc, ils nous ont confondu avec de la house. Vu que ça va vite, tu vois, c'est les mêmes rythmiques. Donc, du coup, il n'y a jamais eu de contrat en label ou en maison de disque? Il s'est arrivé peut-être 3 ans après. Parce qu'en fait, vu qu'ils comprenaient pas, tu vois, ils ont vraiment dû attendre que le buzz, il soit là. Et après, voilà. Mais ça arrivait quand toi, t'étais encore avec le groupe ou quand t'étais solo? Non, j'étais avec le groupe. T'étais avec le groupe? Ouais. Et vous avez signé chez qui? On a signé chez Vagram à l'époque. Dis-toi, je crois que ça existe. Je sais même pas si ça existe encore. Si, je crois que ça existe encore. Ah, ok. Ça existe encore. Tu te rappelles un peu des conditions, ce qu'il fallait. Les conditions, on avait signé pour. Ah oui, vous avez signé? Non, j'avais signé moi en tant qu'artiste. Et le groupe en tant que quoi? Non, parce que le groupe, on les avait mis en temps, c'était des accompagnateurs en tant que danseurs, genre, tu vois. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que vu qu'ils écrivaient pas et qu'ils truquent, c'est-à-dire dans la SACEM aussi, c'était moi, tu vois. Full toi. Bah ouais, c'était moi en gros qui chantais. Oui, mais c'est parti aussi du. Ah ouais, après, il faisait toi, elle est partie bien. du gang quand même, tu vois. Mais il touchait pas de. Non, il touchait pas. Il touchait des cachets lors des tournées. Voilà, c'est ça. Ok, bah, bien joué. Enfin, bien joué. Bon contrat. Et à quel moment tu te dis que t'as envie, entre guillemets, de partir en solo? Enfin, à quel moment tu tournes vraiment seul les membres du groupe historique? Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as vu, comme dans toutes les histoires où ça marche un peu, il y a toujours des intervenants externes qui entendent, qui se disent, ah vas-y, je veux prendre ma part du gâteau, ou sinon qui veulent donner leur avis et qui mettent leur bouche. Donc ce qui s'est passé dans le groupe, c'est que tu as vu les cousins, les tantes, les grands frères, etc. Ils sont arrivés, ah mais attends, mais t'es dans un groupe où ça marche, mais toi tu fais quoi? Ils sont arrivés à dire aux autres membres du groupe, ah ouais, mais tu devrais chanter toi aussi, mais en fait toi t'es chanteur, t'as une voix toi aussi. Du coup à la fin, tout le monde voulait briller, tu vois. Mais malheureusement, dans un groupe, je te jure, pour l'équilibre des choses, faut toujours un leader. C'est comme ça. Ça marche pas, le bateau il penche. Et en fait, vu que tout le monde voulait briller, moi j'ai dit, bah ok les gars, vas-y, go. Ah tu veux chanter? Bah vas-y viens, on va au studio, chante. Ah mais toi tu veux écrire? Bah vas-y viens, on va écrire. Ok, vous voulez tous vous mettre dans le truc pour tous pouvoir gagner. Y a pas de problème. Et c'est de là que ça a pu fonctionner. Je pense que c'était pas de la jalousie, mais peut-être des gens qui voulaient aussi avoir de la lumière. Je pense que c'est humain. Okay. Tu veux toujours plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ils se sont dit, ouais, en fait, pourquoi pas moi aussi? Je suis un petit peu dans l'ombre. Il y a que lui qui est plus dans la lumière. Vas-y, j'aimerais aussi être dans le coup, tu vois. Mais au tout début, quand il y a tous ces hits, elle danse sexy, etc., il n'y a pas ce truc-là. Non, parce que t'as vu, au début, personne ne le voit comme un métier. Mais après, quand t'entends l'argent, quand tu vois, c'est vraiment les mauvaises langues externes. Et c'est ça qui arrive à tout le monde et à la plupart des artistes. Quand tu vois, ils ont un peu de notoriété, de base, ils le font tous par amour, par passion. Ils sont focus dans leur bail. Et c'est les intervenants externes qui arrivent, qui pissent dans leur oreille. Ouais, mais écoute, mais attends, mais ton contrat, je peux avoir mieux. Mais attends, mais ceci, mais cela. Du coup, toi, indirectement, tu te poses 2-3 questions et tu revendiques et ça crée un désordre. Et toi, à quel moment ça devient justement, ça passe de la passion au métier? À quel moment au métier, c'était au niveau des tournées et tout, ça devenait
compliqué. Ça devenait compliqué parce que ça demandait grave du temps, grave de l'énergie. Au début, c'était drôle, frère. On arrivait comme des gamins, on était un groupe. Tu vois, c'était des avantages qu'on connaissait pas. Genre, t'arrives, t'es logé, t'as le VHR, tu t'es dans un van, t'es dans une loge, Même un truc tout bête, genre le lit, on sautait dessus comme si, tu vois. Nous, on est habitués au lit superposé, brother, tu vois. Ouais. Donc, quand on arrive sur le lit, le premier truc qu'on faisait, je me rappelle, c'est que chacun allait regarder, ta chambre, elle est comment, ton lit, il est plus grand, on sautait dessus, c'est comme, c'était de la découverte, frérot. C'était des nouveaux avantages qu'on connaissait pas. Mais après, à la fin, t'as vu, il y a eu de l'habitude, on était habitué à ce certain confort, et ça devenait vraiment, avec les horaires, etc., le temps que ça nous prenait, on a senti que c'était un métier, et que c'était un boulot. Et de là, je te dis la vérité, j'ai moins kiffé même, moi. Et c'est vrai que toi, à côté, t'avais aussi eu quelques soucis, par exemple, liés à la justice. Ouais, voilà. Aussi. T'avais aussi eu une naissance. Ouais, exactement. J'avais vu, donc t'avais, entre guillemets, des responsabilités. Des responsabilités de fou. Il y avait le passé qui refaisait surface, comme tout le temps, il fait toujours surface là où tu t'y attends pas. C'est de la vie, malheureusement. Vu que, comme je t'avais dit, moi, quand j'avais commencé la musique, mais j'étais quand même un jeune qui cherchait, de banlieue qui cherchait, donc c'est-à-dire j'avais pu commettre quelques délits, quelques problèmes, j'avais essayé, tu vois. Et ça vient après, tu vois, quand t'as des enquêtes, des commissions rogatoires, ça met 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en 3 ans, toi, ta vie, elle a changé. Et quand ils arrivent, bam, mais tu dis, mais moi, j'ai plus rien à voir dans tout ça. Ouais, mais mon coco, viens, tu dois parler là. Et est-ce que ça joue quand on devient une superstar, tu vois, quand on devient un musicien qui tourne partout, qu'on a des problèmes du passé qui ressurgissent? Est-ce que ça aide, ça, justement, le fait d'avoir une notoriété? Est-ce que toi, ça t'a aidé, par exemple? De malade mental, ça aide. Par exemple. Bah, je pense que la justice, elle se dit, putain, si vraiment, tu vois, ils réalisent que vraiment il y a un potentiel et que t'es en train d'évoluer et que t'as changé, et ben, je te le jure, ils te laissent ta chance. Moi, je sais que au moins plein de fois, c'est simple, j'ai eu 2 grosses affaires. 2 grosses affaires du passé qui ont refait surface, et je te jure, je leur ai expliqué, bon, voilà, c'était à l'époque, oui, c'est vrai, je me cherchais, oui, c'est vrai que j'ai fait ça, mais maintenant, ça a totalement changé. Si je peux régler d'une manière différente sans que ça puisse impacter sur ma vie qui est en train de se construire avec l'opportunité que j'ai, donnez-moi cette chance, et voilà, je la saisirai comme il faut, et je te jure, ils me l'ont donné. C'était quoi comme... C'est-à-dire qu'en fait, Ça veut dire qu'en gros, le juge, il a 2 choix. Si par exemple, t'es là pour des délits il y a 3 ans, mais que dans ces 3 ans-là, ta vie, elle a complètement changé. T'as une nouvelle opportunité, t'es en train de faire un nouveau métier qui te crée une stabilité. Il a le choix, soit il brise tout et il t'envoie en détention, soit vas-y, il te laisse ta chance et il va trouver quelque chose d'aménageable, comme un bracelet électronique ou comme une amende ou quelque chose comme ça, tu vois. Toi, t'as eu recours, si je dis pas de bêtises, t'as eu recours aux deux. Enfin, c'est-à-dire que aux deux, j'ai eu amende judiciaire, ça veut dire que t'arrives, il te fixe un prix, tu règles et basta. Et j'ai eu bracelet. Et t'es passé aussi par la case... Ouais, prison. Donc t'avais fait les 3 finalement. Mais comment ça se fait? Parce que il me semble que dès ton premier passage en prison, t'étais déjà un peu connu ou pas du tout? Ouais, j'étais connu. Et comment est-ce qu'on vit le truc de voir, entre guillemets, son ascension bousculée, tu vois, chahutée par une peine judiciaire? Je pense qu'il faut être fort mentalement parce que ça met un coup. Après, c'est sûr qu'au moral, ça m'avait mis un coup. Après, mais moi, je suis du genre à beaucoup prendre les choses à la légère et relativiser et positiver. Mais je sais que c'était dur parce que tu passes de là à là, c'est un ascenseur émotionnel. Mais après, les choses, faut les prendre comme elles viennent et il faut s'adapter. Hein. Surtout que toi, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'étais déjà booké sur tes dates, t'avais déjà des impératifs. Eux, ça, la justice, ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent. Tu passes à côté d'opportunités, ça doit être... Ouais, ça veut dire que, en fait, le problème, c'est... Je pense que moi, ce que je faisais, c'est que j'y pensais pas. Parce que t'es en train de penser à tout l'argent que tu perds, à toutes les dates que t'as loupées. C'est-à-dire que ta crédibilité au niveau des maisons de disques, etc., t'es pas prêt au sérieux déjà, de 1. De 2, tu perds ton temps et tu passes aux oubliettes. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres artistes qui arrivent sur le marché, etc. Donc, c'est-à-dire, en fait, tu dis, putain, j'ai tout brisé. Mais moi, ce qui me faisait tenir, c'était déjà la foi. Et je me disais, si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, c'était le destin. C'est ça qui me faisait tenir. Je me disais, ça se trouve, ça aurait fonctionné encore de plus belle et ça aurait été pire, ou je sais pas, tu vois. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Et quand est-ce que t'en as fini définitivement avec ces problèmes judiciaires? Franchement, j'ai eu de la poisse au niveau des détentions parce que, genre, j'ai eu ma première détention. Après, je suis sorti. Je me suis remis dans le bain. Je me rappelle, il y avait un mec, un booker, il m'a fait faire une tournée de 8-10 dates. Il m'a pas payé. Sur les nerfs, j'ai été violent, etc. Bam, je suis retourné en prison un mois après. Alors que de base, t'as vu, moi, de base, j'étais venu faire. Je suis sorti, j'ai fait mes concerts tranquilles. Je me retrouve, le mec, il m'arnaque. Sur les nerfs, avec l'immaturité, donc j'ai à chaud. Je me retrouve, on me redonne une leçon. J'ai dit, ah ouais, non, vraiment, j'ai pas de chance, tu vois. Et je pense que c'est là, ça m'a servi de leçon. J'ai dit, en fait, la loi, tout va se régler avec la loi. Et t'as payé, tu viens, tu m'insultes carrément, je dis, ne bouge pas, j'appelle mon avocat. Tu vois.
Mais est-ce qu'au final, il t'a payé? Pas du tout. J'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, ça m'a coûté des avocats, des trucs. Donc à ce moment-là, j'ai plus perdu qu'autre chose. Donc du coup, c'était après le groupe, là, t'étais seul? Ouais, là, j'étais solo. Et aussi, on en a parlé brièvement, mais je sais que t'en as déjà parlé dans d'autres interviews, donc j'en reparle un petit peu. C'était la naissance de ta fille. Ouais, mais ça, c'était avant. Oui, c'était avant, c'est ouais. pour ça, ouais. C'était pendant le groupe. Ça, c'était pendant l'ascension, c'était pendant que tout marchait, etc., que vous faisiez plein de tournées. Et je crois qu'à un moment, bah, du coup, t'as rencontré une Voilà, j'ai rencontré femme sur un... une femme pendant un concert. Et après, elle m'avait annoncé, je l'ai vue 2 fois de suite. Et après, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Je te jure, j'ai cru que c'était un prank. Mais surtout, à ce moment-là, frérot, imagine, on a à peine 18 ans, on commence à rencontrer le succès. Il y a des go de partout, on comprenait rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y avait vraiment des go de partout. Je sais pas si tu captes. Bah, j'étais pas là, donc... Ouais, mais je saurais pas comment t'expliquer. Donc, en fait, vous rencontrez un public, vous voyez des gens qui, entre guillemets, vous admirent, qui vous connaissent, qui chantent vos chansons, donc ça doit vous bousculer, ça doit peut-être... Ouais, voilà, et surtout même c'est une époque où à 18 ans, t'as vu, t'aimes plaire, t'aimes les meufs comme tous les jeunes. Et donc ça veut dire tu kiffes. Et donc j'étais pas du tout prêt à fonder une famille ou quoi. Donc quand elle m'a dit ça m'a déstabilisé, mais surtout je me suis dit, c'est sûr que c'est faux. Donc j'ai laissé couler, j'étais dans le déni. Et après, avec le temps, bah, j'ai appris que c'était vrai. En vrai, j'ai jamais fait de test de paternité, tu vois. Mais l'enfant, il a ma tête à 1000%. Ma fille, elle a 100% ma tête, tu vois. Okay. Mais j'étais quand même dans le déni à ce moment-là. Je me suis dit, waouh, mais comment je vais raconter ça à ma famille? C'est un truc de fou. Je vais leur dire, hey, les gars, salut maman, je te présente, il y a une fille là. J'ai une fille. J'ai dit, mais comment je vais raconter ça? Et je te dis la vérité, j'ai agi un petit peu lâchement, j'ai rien dit. Je l'ai gardé pour moi, j'allais la voir en cachette et tout. Ça a duré combien de temps? Ça a duré au moins 3 ans. C'était un secret de malade. Le plus gros secret de ma vie. Pendant 3 ans, ta maman, elle savait pas qu'elle était grand-mère? Pendant 3 ans, toute ma famille, ils savaient pas qu'ils étaient grands. Ma maman, elle savait pas qu'elle était grand-mère. Et mes sœurs, elles savaient pas qu'elles avaient une nièce. Et comment ils l'ont appris? Ils l'ont appris un jour. Bah, ça veut dire que t'as vu, comme je te disais, des fois, il y avait les problèmes du passé qui ressurgissaient. Et donc après, ça veut dire qu'ils te laissent sortir et tout, mais t'as le jugement à la fin. Et un jour, à un de mes jugements, je fais une lettre et tout. J'explique à la juge parce que tu vois, dans ma maturité, je commençais à vouloir déclarer ma fille, à reprendre contact, etc. Et j'écris dans la lettre, ouais, voilà, en plus, j'ai ma fille, etc. Et l'avocat, il le lit à haute voix, mais moi, je savais pas que ma famille, elle allait venir. Et il y avait ma meuf actuelle, tu vois. Je savais pas. Il savait pas. Se dire que je vois, il y a tout le monde qui débarque, ils sont venus en mode surprise, on vient te soutenir, tu vois. Et je dis, mais putain, j'espère l'avocat, il va pas lire la lettre. Moi, je fais des grands signes. Non, dis rien. Il lit la lettre, tout le monde entend ça. Et donc, ça veut dire, à la fin, ils me disent, mais c'était vrai et tout. Et j'ai dit, vas-y, je vais leur dire la vérité, tu vois. Je pense que c'est le bon moment. Je vais pas continuer dans ce mensonge, ça va pas durer des années et des années. À un moment donné, ils vont le savoir, faut que je leur le dise. Donc, je leur l'ai dit. On reprend contact, ma famille, elle prend contact. C'était vraiment un soulagement pour moi, tu vois. Là, vraiment, je pouvais aller de l'avant. Le fait que je leur avoue tout et tout, et qu'ils me soutiennent. Donc, je leur ai tout dit. Donc, j'ai repris contact avec la mère de ma fille. J'ai commencé à la voir régulièrement. Et quand j'ai décidé de rendre les choses plus concrètes, ça veut dire déclarer, faire une garde alternée, bah, elle a complètement disparu. Elle a disparu. La mère de ta fille? Ouais, elle a disparu, je pense, parce que, t'as vu, elle a eu l'habitude de, l'élever seule au bout d'un certain moment. Donc, elle s'est dit peut-être qu'elle était pas apte à laisser une garde alternée, ce que je peux comprendre, tu vois. Et du coup, elle a disparu. J'avais plus de nouvelles. Je cherchais partout, mais vraiment, c'est là que je me suis dit, putain, mais tu peux disparaître aussi rapidement. Et surtout, c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je la connaissais pas tant que ça, tu vois. J'avais aucun contact avec des membres de sa famille. J'avais aucun contact avec des amis à elle. J'avais aucun contact. Même son vrai nom de famille, dis-toi, je le connaissais pas, en fait. Même son métier, en fait. En fait, j'étais un fou. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était une réelle inconnue. Je sais pas si tu te rends compte. Ma seule issue, après que j'ai eu, c'est que j'ai eu une autre visibilité grâce à t'as vu à GLC. Donc, j'en ai parlé sur les réseaux de cette histoire-là pour faire un appel à témoins, un appel à l'aide. J'ai eu là les réponses. J'ai pris un avocat et tout. Et je voulais pas, t'as vu, débarquer dans la vie de la mère comme ça parce que le détective, il m'avait dit que... parce que j'avais pris un détective aussi. Ah ouais, tu t'es équipé. Ouais, t'es obligé pour savoir. Et le détective, il m'a dit, mais elle a une nouvelle vie de famille. Ta fille, elle a 3 demi-frères. Sa mère, elle s'est remariée, etc. Donc, t'as vu, je suis pas égoïste et je peux pas arriver dans la vie des gens comme ça, tout basculer. Tu comprends? Je sais pas ce qu'ils lui ont dit, je sais pas ce que... Tu vois, je peux pas arriver et basculer sa jeunesse comme ça. Au préalable, ce que j'ai fait, c'est que j'envoyais tous les mois une lettre de l'avocat pour dire, bon voilà, j'aimerais qu'on se voit, j'aimerais qu'on parle, j'aimerais qu'on mette les choses à plat et qu'on sache comment on puisse faire. Parce que moi, j'aimerais m'impliquer à 100%. Frérot, truc de fou. Un jour, je reçois une convocation de la gendarmerie ou allô. Et je dis, oh là là, mais c'est quel ce problème du passé encore qui ressurgit? Et j'y vais, ils me disent,
vous êtes là pour harcèlement et tout. C'était là, peut-être, c'était récemment, c'était peut-être il y a 3 ans. Je dis harcèlement, j'ai harcelé qui et tout. Ils me disent, il y a madame, qui disent le nom de la mère de ma fille, elle a porté plainte contre vous pour harcèlement, vous lui envoyez des lettres tous les mois, vous avez parlé d'elle sur les réseaux, etc. Maintenant, vous n'avez plus le droit de parler d'elle, ni de trucs, ni de demander quoi que ce soit par rapport à votre enfant que vous n'avez pas déclaré, donc légitimement aux yeux de la loi, c'est pas votre enfant. Monsieur, arrêtez de la déranger, attendez tranquillement que votre enfant, il a 18 ans. Clairement, en gros, je le dis avec mes mots, mais c'est ça, tu vois. Et ça, c'était il y a 3 ans. Ouais. Donc, depuis les 3 ans, t'as aucun... On va attendre 18 ans bien tranquille. C'est dur, ça, d'être privé de sa fille. Ouais, c'est relou. Après, le truc, c'est que tu peux rien faire, malheureusement. Après, c'est les conséquences de mes erreurs, pour le coup. Parce que si j'aurais déclaré plus tôt, tu vois, j'aurais pas été dans ce déni-là. Même si, tu vois, il y a des arguments qui font que j'étais dans... T'étais très jeune. Voilà, j'étais très jeune, donc j'avais pas vraiment réussi à gérer cette situation. Mais c'est quand même mes conséquences, c'est mon karma. Donc j'assume, je vais avec tranquille. Donc là, t'attends 18 ans. Et est-ce que tu vis avec le fait que peut-être que elle a grandi, entre guillemets, elle aura grandi plusieurs années sans toi, 18 ans sans toi. Est-ce que tu dis qu'il y a peut-être une possibilité pour que peut-être qu'elle sache même pas mon existence? Ouais, peut-être qu'elle s'est trouvée. Ouais, parce que je sais pas ce que sa mère elle lui a dit. Ouais, voilà. Pendant 18 ans, peut-être qu'on va lui bassiner un discours et ou alors peut-être qu'elle voudra peut-être pas reprendre contact. En tout cas, je me dis que c'est fort possible. Mais au moins à 18 ans, moi, j'aurais l'opportunité de lui donner la réelle raison. Tu vois, c'est que là, on peut pas parler. Okay. Tu vois, je suis interdit. Mais à 18 ans, tu vois, c'est une personne majeure avec qui je peux discuter. Donc là, je pourrais donner ma version des faits. Au moins, après, elle aura les deux versions. Elle-même, elle jugera ce qui est bon ou mauvais. Elle aura quand 18 ans? Mais carrément, c'est bientôt, frérot. Enfin, bientôt, c'est dans peut-être 5 ans. Ouais, tu peux le temps de préparer ton discours. De préparer mon discours. D'arriver armé. Vraiment, arriver armé, je vais arriver avec toutes les preuves qui existent au monde. Et t'as parlé juste avant de la JLC Family. Yes. Qui est, je m'y connais pas trop, mais qui est un groupe d'influenceurs. C'est ça. Tu vois. Comment toi est-ce que tu passes d'artiste rap, logobi, enfin artiste musical, à entre guillemets intégrer un groupe d'influenceurs? Comment elle se passe la bascule? Parce que t'es aussi connu pour beaucoup comme étant entre guillemets Sisika un influenceur aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc comment est-ce que tu ouvert fais... un nouveau public? Qu'est-ce qui t'a ouvert un nouveau? C'est la JLC Family justement, c'est ça? Ouais, un nouveau public de malade. Parce qu'en gros, t'as vu, c'est bizarre, hein, mais je te jure que dans ma vie, à chaque fois les choses elles viennent à moi. Exemple, t'as vu, le Gobi GT c'est venu à moi. Après, une fois que le Gobi GT ça s'est fini, j'ai fait un peu de production, etc. Mais c'était pareil, c'est venu à moi aussi. Et j'avais entamé une carrière solo. D'où l'album éphémère, perpétuel, etc. Où je sortais une saga de clips où je racontais une histoire d'amour, etc. Parce que c'est la tendance du love, tu sais, un peu à la Taiki, d'Adieu, etc. Et j'avais commencé ça. Et ce qui m'avait fait exploser, c'était justement l'arrivée des influenceurs. Et j'avais certains influenceurs qui écoutaient. Parce que quand je suis revenu en solo, dis-toi que j'avais, frérot, le vrai 0 abonné. Parce que vu que je suis passé d'une vague à une autre, le Gobi GT c'était YouTube, Facebook. C'est-à-dire que quand j'ai commencé en solo, il y avait l'arrivée des nouveaux réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, etc. Mais je connaissais pas. Donc ça veut dire que j'ai créé ces réseaux-là, mais j'avais le vrai 0 abonné. Il y avait 2-3 cousins, cousines dessus, tu vois. Et j'ai dit, franchement, j'étais un petit peu désespéré. J'ai dit, ça va jamais marcher. Mais bon, vu que je fais les choses par passion et par amour, j'ai dit, au moins, je fais un truc que je kiffe. Et je l'ai fait. Pas marché du tout. Premier son, ça a ramé pendant 6 mois. Un jour, je vois un pic. Je dis, ouais, mais comment ça se fait, tu vois? Et on me dit, ouais, c'est tel influenceur qui t'a partagé et tout. Je dis, ah ouais, et tout, c'est quoi? Ah, il m'a fait de la télé-réalité, tu sais. C'était quand la télé-réalité, ça cartonnait. Les anges, les ceci. Il y avait plein de programmes de télé. Déjà, moi, musicalement, je vois l'impact des influenceurs sur la musique, déjà. Donc, c'est là que je me dis, putain, mais c'est un truc de fou. Lui, il me partage, un autre, il me partage, un autre, il me partage. Je dis, wesh. Et je te jure que je passe genre de peut-être 100 vues à 1 million, 2 millions. Tu vois, les Pinko, ça allait jusqu'à 5 millions de vues. Oh, la série Pinko, je me rappelle. Carrément, j'ai même envie de te dire que je commence à avoir une nouvelle communauté musicalement, tu vois. Okay. Et donc, ça veut dire que je chine carrément aux maisons de distribution parce que moi, je m'implique à fond dedans. Et dans ces influenceurs-là qui m'avaient relayé sur les réseaux, que je connaissais pas d'ailleurs, il y avait Jazz et Laurent. Et à un moment donné, quand il leur arrivait leur galère, ils ont eu un gros souci. Genre, ils s'étaient fait braquer. T'as vu, ils avaient séquestré ils avaient leur fille, Chelsea. Ils l'avaient séquestrée aussi. Moi, t'as vu, ça m'avait touché le cœur. Et je leur ai envoyé un message. Pour leur envoyer le numéro de mon avocat. Je leur ai dit s'ils ont besoin de quoi que ce soit, qu'ils n'hésitent pas. Parce qu'ils m'avaient donné de la force sans me connaître, tu vois. Donc, c'était légitime que j'arrive et que je leur disais si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Mais un vrai message, tu vois. Pas je suis là juste cordialement. Bah, de là, on a sympathisé, on a continué à échanger au fur et à mesure. Un jour, on a décidé de se voir. On s'est vu. Boum, il y a eu un feeling de ouf. On faisait des vidéos de base pour rigoler sur les réseaux. On faisait des vidéos sur YouTube. Et de fil en aiguille, TF1, ils nous ont contactés. Ils ont dit, ouais, putain, mais ce serait pas mal que quand ils se sont mariés, TF1, ils ont dit, ouais, on aimerait bien filmer votre mariage.
mariage et tout. Vous êtes en groupe dedans, vous avez un ami, c'est un artiste. Ta sœur, elle est connue, vous êtes tous connus un petit peu. Donc voilà, ce serait top. Il m'a dit, ouais, tu serais chaud. Et j'ai dit, mais vas-y, why not? Donc de base, c'était leur mariage qui était filmé. Et dedans, ils filmaient toute leur équipe, tu vois. Sa sœur, etc. Et donc, ça a fonctionné. Et de là, on a signé pour 8 saisons. Mais la télé, c'était quelque chose que je connaissais pas. J'avais des appréhensions, tu vois. Mais l'avantage, c'était que c'était différent des autres télés parce que, t'as vu, je pense, le truc qui est compliqué dans les télés, c'est déjà les conditions. Genre, t'as vu, ils ont pas le droit à leur téléphone. Ils sont vraiment enfermés entre 4 murs. Ils ont même pas de connexion avec le monde externe. Et ils se connaissent pas. Tu vois, c'est un petit peu comme si je te dis, ils sont au placard en vrai. C'est vrai en vrai. Ils doivent tous prouver. Et en plus de ça, ils savent que ça va être diffusé. Donc chacun va s'inventer une vie, chacun va exagérer son comportement, tu vois. Mais là, vu que j'arrivais avec des gens que je connaissais, j'avais accès à tout, je me suis dit, bon, franchement, ça va pas me déranger à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est le cas, ça m'a pas dérangé. On sentait même pas les caméras, on vivait notre vie. Il y avait juste des caméras qui nous filmaient, quoi. Je te jure, j'ai eu un nouveau public et vraiment, c'était, je saurais pas comment t'expliquer, je dirais pas que c'était, ouais, c'était une carrière totalement différente parce que le public, il est grave différent et la popularité, elle est grave différente aussi. Je te jure que, t'as vu, quand t'es connu en tant qu'artiste, on va te voir dans la rue, on va t'arrêter, etc. Mais à ce moment-là, télé, sur la balance, je saurais pas te dire si genre influenceur, artiste, c'est quoi qui a le plus de buzz. Parce que moi, quand je suis arrivé en influenceur, je te jure, c'était un truc de fou. Ça courait dans la rue et tout ça. Genre là, t'étais trop public, mais trop genre, le trop public. Ok. Mais t'étais plus Sissika du logo BGT. Et ouais, j'avais perdu un petit peu cette histoire-là. Et c'est ça qui me peinait un peu, tu vois. Tu le regrettais quand même que c'est entre guillemets effacé tout ce pas. Effacé, c'est peut-être un bien trop gros mot, mais c'est que c'est un peu balayé ta carrière. Ouais, voilà, ça m'avait affecté de ouf parce que je me suis battu dans la musique, tu vois. Ça a marqué 3 générations consécutives. C'est des trucs, c'est des musiques qu'on écoute encore à l'heure actuelle. Donc ce serait trop bête que ça s'efface pour une étiquette de télé-réalité. Je dirais pas que c'est péjoratif, tu vois. Mais en tout cas, maintenant c'est péjoratif, c'est vrai. T'as capté? Si on peut l'enlever, on l'enlèverait, faut dire la vérité. Mais en gros, par rapport à ce que j'ai fait, bref, ça m'affectait qu'on puisse balayer comme ça juste parce que j'ai fait de la télé. Donc ça m'avait beaucoup affecté. C'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter. Et je l'avais dit dans le programme, tu vois. J'avais dit, je décide de me remettre dans la musique à 100% parce que, voilà, je pense que j'avais marqué le coup dans la musique et qu'on efface ça comme ça, ça me dégoûtait, tu vois. Et aujourd'hui, tu te définis comme quoi, toi? Sissika artiste, Sissika influenceur, Sissika personnalité publique, Sissika... Parce que du coup, t'as eu plein de casquettes, tu vois, on t'a collé plein d'étiquettes. Moi, je dirais, franchement, Sissika, si je pourrais garder l'étiquette artiste parce que je l'aime bien, tu vois. C'est ma passion de base numéro 1. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs vies et je saurais pas te dire dans quelle case on pourrait me mettre. Et Dieu merci, j'ai eu la chance, tu vois, dans la musique, ça a marqué quand même pas mal de générations. Et dans la télé, t'as vu, j'ai eu la chance d'arriver dans ce groupe-là, JLC. JLC, je sais que c'est une télé que les gens, ils oublieront jamais aussi, tu vois. Bah, c'est simple, c'est la seule télé française où il y avait une famille, un groupe comme ça qui a eu 8 saisons. Ça n'a jamais existé. Même Nabila, quand elle avait sa télé, ça fait 2 saisons, je crois, ou 3 saisons. Mais 8 saisons comme ça, consécutives et tout, c'était un truc de ouf. Et donc au moins, je me dis, les 2 carrières différentes que j'ai fait, ça a marqué le coup, ça a bien fonctionné, Dieu merci. Donc je me verrais plus comme un Sissika, entre guillemets, qui a été un peu chanceux et qui a eu plusieurs casquettes, tu vois. Sissika, l'homme polyvalent. Vraiment. Mais t'as su à un moment allier les 2 univers parce que t'as fait un son avec Laurent Billionnaire, je crois. Ouais, voilà. Mais le son, c'était plus pour galerie, tu vois. À ce moment-là, quand on l'avait fait, c'était vraiment pour galerie. Et on s'est dit, vas-y, on chantait, on kiffait. Je sais pas si c'était avant ou après le Covid, bref, je sais plus. Et donc, j'ai dit, les gars, venez, on fait un son et tout. Je vous jure, ça va marcher. On a fait le son pour rigoler. Et voilà, ça a cartonné. Bon, la moitié, ils ont rigolé, t'as capté. Mais sur le coup, on a grave kiffé. On a grave passé un bon moment. Et dis-toi qu'après, on a été numéro 1 sur TikTok, je crois, pendant 10 semaines. Il y a carrément Universal qui nous ont proposé un contrat, frérot. Après ce son-là. Mais la vie de ma mère pour sortir un album. Mais j'ai dit, la musique, c'est n'importe quoi. Mais c'était pour être en tant qu'artiste, toi et Laurent, ou c'était... Pour que nous, on fasse un album, frérot. Ok. T'imagines ou pas? En mode, c'est un groupe. Et pourquoi vous avez pas accepté? On a dit, non, mais wesh, faut doser. Et il y avait une opportunité. Ça devient n'importe quoi. Ouais, on aurait pu saisir l'opportunité en vrai. Mais moi, j'ai su que ça allait être n'importe quoi musicalement. Voilà, c'était un kiff, on a kiffé, on a déliré. Mais on va pas aller te sortir un album. À un moment donné, faut être concentré. Ça aurait pu être une expérience. En fait, ça aurait pu être bien pour faire un petit braquage, tu vois. On aurait braqué une avance, on sort un album comme ça. Mais dis-toi, là, dans mes shows, je le chante. Les gens, ils chantent et tout. Ouais. Mais c'est vrai, tu fais toujours des shows. Là, alors, on se parle la semaine dernière, t'étais en show. Ouais, parce que en gros, t'as vu ce qui s'est passé avec les influenceurs. Vu que moi, je suis arrivé dans cette
vague-là. Bon, c'était bien parce qu'au début, bah, tout le monde gagnait sa vie, tout le monde était content. Ça a pris un coup. Bah, fallait bien trouver autre chose à faire. Et c'est là que je me dis, putain, heureusement que j'ai fait de la musique, frérot. Parce que vraiment, j'aurais pu être encore en train de me chercher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à signer pour 100 dates. Et je suis rentré en France, j'ai refait une tournée de 100 dates. 100 dates? Ouais. C'est quand? T'es là, l'année dernière. Et là, tu continues encore, t'as pas fini les. Bah, vu qu'il y a encore de la demande, je me dis, bon, on va pas dire non quand même, tu vois. C'est fort, mais c'est là où comme tu l'as dit, ta musique, elle a traversé des époques et aujourd'hui, tu le ressens encore. Tu peux encore vivre de ta musique. Ouais, déjà, si je diminue le train de vie, ouais, je peux vivre normalement, tu vois. De la musique. Le train de vie, il est. Ouais, on abuse toujours, malheureusement. Et je te jure, des fois, à des showcases, la vie de ma mère, il y a. Genre, la fille, elle vient avec la mère. Oh, mais j'étais venu à un showcase à l'ancienne quand t'étais. Genre, quand t'étais avec ton groupe. Ouais. Et là, bah voilà, je viens avec ma fille. Dans ma tête, je me dis, waouh, moi, ça me met un coup de vieux. Je me dis, mais je suis pas aussi vieux pourtant. Et je me dis, vraiment, ça, c'est grave beau, tu vois. T'as vu ce samedi dernier, t'as eu un. Non, j'ai pas eu ça. Il y a quand même, j'ai vu des images, il y avait du monde, les gens chantaient, c'était beau à voir. Franchement, je te jure, sur tous les showcases, tout s'est super bien passé. Il y a eu que du beau monde. Et pour te dire, de base, j'ai pas signé pour 100 dates directement. Ça veut dire que j'avais signé pour, je pense, 20 dates. Et au fur et à mesure, le calendrier, il s'est rempli parce qu'il y avait des bons retours. Et je pense que les gens, ils ont besoin de nostalgie, des fois. Okay, ouais. C'est pour ça, comme je te dis, un artiste comme exemple Colonel Réel, je te jure, il est booké jusqu'ici. Tu vas l'appeler, il va te dire, hey, je peux t'avoir une date dans 3 mois. Ah ouais. Mais la vie de ma mère. Okay. Les gens, ils ont besoin de nostalgie, ça fait du bien, non? Dans ta playlist, t'as toujours ta petite playlist année 2000 ou je sais pas, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est beau. Et il y a quelques temps, j'ai écouté un son d'un artiste qui s'appelle Lafouine. Ouais. Le son, il s'appelle Outro. Ouais. Et en fait, il y a une phase qui m'a fait penser à un épisode qui était arrivé lors de la JLC Family. Mm-hmm. Tu me dis si je me trompe parce que je m'y connais pas tellement. Mais dedans, Lafouine, tu sais quoi, je vais te montrer le passage. Vas-y, fais voir. Comme ça, tu vas pouvoir voir de toi-même et nous en dire un peu plus. Arrête les prises de tête, le mioche il a pas ta tête. Let's go. J'avais vu. C'est un ouf, la fine. T'as vu, il y a eu une tromperie. Et dedans, il y avait Hicham, il y avait Laurent, etc. T'as vu, il y avait toute cette sauce-là. Et vu que dans le clip, Lafouine, il dit le gosse, il a pas ta tête. Et qu'on voit Hicham qui fait ça. Donc, pourquoi il dirait le gosse, il a pas ta tête? Ça veut dire qu'il fait référence à un adultère. T'es d'accord avec moi? Ouais. Pourquoi c'est Hicham à ce moment-là qui fait ça? C'est-à-dire que c'est peut-être par rapport à la sauce qu'il y a eu avant. Donc, il y avait tout qui collait pour porter à confusion et se dire, ah, c'est peut-être un pic concernant cette sauce-là, tu vois. Mais je vois même pas pourquoi, ce serait pourquoi d'autre, mais apparemment c'était pas ça, tu vois. Tout porte à croire que c'était un pic entre guillemets parce qu'il y a Hicham et on voit il montre sa tête entre guillemets à ce moment-là. Ça fait un petit peu référence à l'histoire qui s'est passée entre guillemets. Donc on peut penser que c'est un pic mais par contre t'as vu il a agi avec maturité parce que moi-même j'ai pensé que c'était un pic et je l'ai mal pris du coup parce que c'est des amis à moi, tu vois. C'est un sujet un peu sensible, tu peux pas envoyer des pics comme ça, surtout que dans ta carrière je pense que t'as pas besoin de ça. Okay. Surtout que t'as rien à voir dans l'histoire. Si c'est le cas, pourquoi tu vas balancer un pic sur une histoire où t'es pas mêlé, où t'as rien à voir, où t'as pas besoin de ça pour faire du buzz, t'as déjà ton public, etc. Donc je trouvais ça un petit peu malsain. Ouais, malsain et déplacé si c'était le cas. Mais vu que je savais pas si c'était le cas ou pas, donc du coup ça veut dire que nos équipes ils se sont parlé. Moi je lui ai dit écoute, j'apprécie pas trop le fait que j'ai fait comprendre que j'appréciais pas trop. Si c'était un pic en tout cas, j'appréciais pas trop. Et franchement avec maturité et tout, il a dit en tout cas c'était pas un pic, il y avait rien du tout. Et si c'était un pic, ça a été perçu comme un pic parce que j'ai dit tu as vu ça fait du mal à un couple ça, un truc comme ça. C'est une musique que des gens ils vont écouter, que des enfants ils vont rejouer, etc. Et surtout que c'est comme si tu renfonçais le couteau dans la plaie entre guillemets, tu vois. Donc les équipes elles ont géré, je crois il avait supprimé sur son Insta le post qu'il avait fait par rapport à le teaser que tu m'as montré là, il avait supprimé de son Insta et tout, il avait dit ouais ça c'était pas visé par rapport à eux et tout, il s'était excusé comme un grand garçon, tu vois, un bon gars qui s'est mis à la place des gens. Pour te dire aujourd'hui encore je sais pas si c'est un pic ou pas parce que lui il a dit c'était pas un pic, mais ça ressemble beaucoup à un pic quand même, tu vois. Il y a tout qui colle, le mec Hicham il met sa tête alors que c'est lui qui est dans la sauce. Les paroles ça correspond, mais bon après je sais pas. Mais en quoi toi t'es mêlé à cette histoire parce que tu l'as dit c'est Hicham avec un ami à toi de la JLC Family. Moi je suis pas mêlé mais en fait je suis un ami, c'est tout. Ok. Tu vois, c'est comme si exemple toi t'as des amis, t'entends que Pierre-Paul Jacques il va mal parler de ton ami ou il va lui envoyer un pic. Okay. C'est logique que si t'as le moyen de rentrer en relation avec cette personne qui envoie le pic, c'est logique que tu vas dire écoute
excuse-moi, par contre, c'était pour mes amis ou pas? Tu vois, Ok, simplement. en tout cas, ça a créé des problèmes. Si tu peux retirer, ce serait top. Si tu peux pas, tant pis. Mais dis-moi au moins si c'était pour eux ou pas, tu vois. Logique, tu vois, agir comme un ami. J'ai dit, après, je me suis même pas consulté avec eux. Hein. Je sais même pas pour te dire s'ils ont entendu le son ou pas. Mais moi, en tant qu'ami, je trouvais ça, vu qu'avec Lafouine, on a des personnes en commun. Et je sais que Lafouine, dans le fond, ça doit être une bonne personne, tu vois. Je pense pas qu'il a voulu faire mal ou quoi. Et que si on lui explique que, bah, malheureusement, c'est mal interprété et que ça impacte sur un couple ou quoi, bah, en tant que bon gars, il va dire, ah, bah, je savais pas, ou, ah, bah, je sais pas, ça se trouve, il va dire, ah, bah, j'ai voulu envoyer un pic ou quoi, ou je sais pas. Ou il va dire, bah, si ça impacte, bah, je retire et voilà. Mais en vrai, la vraie question, c'est toi, tu penses, c'est un pic qu'il a lancé. Ouais. Moi, je pense, tu veux que je te donne mon vrai avis. Je pense que, t'as vu, il a sorti son album. En tant que tous les artistes, il faut une stratégie commerciale. Tu sais que si tu vas lancer un pic comme ça va porter à confusion. Donc, du coup, ça va être relayé sur les réseaux sociaux, tu vois. Et donc, vu que ça va être relayé sur les réseaux sociaux, ça va mettre en avant ton projet. Donc, je pense que c'est juste intelligent de sa part. Il s'est dit, ouais, voilà, il y a Hicham qui est dans mon équipe. Il a eu une sauce il y a pas longtemps. Bam, je vais recrever l'abcès. Ça va être relayé de partout, etc. Ça va porter à confusion. Mais ça Et moi, ça va booster mon projet. Tu Ça vois. n'a pas été tant relié que ça, moi, j'ai l'impression en plus. C'est que même tu regardes les vues du clip, c'est pas. Bah, si t'en parles, c'est que tu l'as vu. Moi, j'ai fait le lien parce qu'on m'avait parlé d'un audio de. Ok, d'accord. De Laurent, je crois que. Ou c'était toi qui. C'était Ouais, ta voix. C'est ouais, pour ouais, ça que- c'était une discussion avec moi et Laurent. Ok. C'est pour ça que j'ai fait le lien avec toi. Ok, d'accord. Ok. Mais t'en as pas. Non, moi je pense que pareil juste avec il a dû se dire, hey, les gars, il y a mon album qui va sortir, ça fait longtemps que j'ai rien sorti. Vas-y, il y a un truc sur lequel on peut surfer et tout, mais normal. Et maintenant, du coup, niveau de ton actualité musicale, est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour toi? Est-ce que tu vas continuer à aller en show? Qu'est-ce que tu prépares? Est-ce que tu as peut-être d'autres business qui se montent? Parce que tu es quelqu'un aussi qui a fait d'autres choses à côté. Comme tu as dit, tu as plusieurs casquettes et comme plein d'artistes qui sont là depuis des années et des années, tu as fait autre chose à côté. Est-ce que tu as des business qui vont bientôt voir le jour? Est-ce que tu en as d'autres sur lesquels tu es? C'est quoi les différentes actus pour toi, là, Sisika? Alors là, il y a quoi? Il y a de la production. Je pense que je vais produire. J'aimerais bien produire un artiste, tu sais, Music Love. J'en ai un déjà sous le coude. Et un truc rien à voir, mais un DJ. Produire un DJ? Ouais, ouais. Ok. Il y a une hype en ce moment. Il y a un truc sur lequel il faut surfer. Sur de la deep house, c'est pas mal. Et donc, ça veut dire plutôt en retrait, tu vois. Être dans la production ou quoi. Ou si je suis en avance et en featuring avec l'artiste que je vais produire. Et le cinéma aussi. Le cinéma, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Donc, pourquoi pas me pencher dessus. J'ai déjà écrit mon court-métrage. Ok. Et voilà, je suis en train de voir pour commencer à le tourner, etc. Pour être devant ou derrière la caméra? Non, je pense que je serais derrière la caméra. Derrière la caméra? Ouais. Ok. Mais le fait de faire vivre un truc écrit comme ça, ce serait beau, tu vois. Et toujours la tournée? Enfin, toujours Ouais, les dates? toujours des dates. Tant qu'il y a de la demande, on va pas arrêter. Bah, t'as bien raison, t'as bien raison. En tout cas, merci Sisika Merci à toi, mon frérot. pour l'entretien, pour avoir joué le jeu. Merci. Normal, mon frère. Ça tue. Ça tue. Et merci à tous.